qu'avec l'invitation, le rappel d'aujourd'hui, Christian il a envoyé un lien pour un article de Laurent Alexandre. Sur la masturbation du glyphosate. Voilà. Alors, je ne sais pas si... on voulait commencer un tout petit peu, peut-être commenter un tout petit peu qu'est-ce que vous avez... parce que, bon, c'est un article qui... Il est pas très long, il est un peu bête comme ça, mais à la fois ça condense tout ce qui est aujourd'hui les positions des... comme ça, les positions technophiles, les positions... C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs axes, non? D'abord, il y a l'axe comme ça de cette croyance en la rationalité absolue, c'est-à-dire, voilà, c'est comme les médecins du 19e siècle, il dit, 9 personnes de chaque 10, il dit, croient encore que la Terre est plate, par exemple, non? 9%. 9%. Et alors, oui, 1 sur 10. Alors, et en fait, par exemple, ne serait-ce que ça, non? C'est, bon, il y a cet axe-là, qui est un axe par rapport à connaître et être informé, n'est-ce pas? Tu as de l'autre côté, il y a... Sinon, là-bas, vous serrez un petit peu pour laisser la place. Ah oui, il y a plusieurs axes que j'aurais voulu un peu discuter avant de commencer la séance d'aujourd'hui. Un, c'est cet axe-là. Et l'axe, pourquoi il dit, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, de dire 1% des personnes, 10% des personnes aujourd'hui pensent que la Terre est plate, comme un argument massue. Et là, ça va du côté de ce que nous avons abordé dans les séminaires, comme connaître et être informé, par exemple, n'est-ce pas? Après, il y a un autre axe qui me semble important, et celui de la rationalité. On doit être rationnel, non? Et donc, cette délégation face à l'échec de la rationalité humaine, n'est-ce pas? La délégation de la rationalité vers la machine, non? C'est l'article de Laurent Alexandre. Je l'ai lu tout à l'heure dans la voilà, voiture. ouais. Merci. Et alors, il y a, ces deux axes-là, il y a un autre axe qui est un axe épistémologique à la fois, mais qui, lui, est un axe à tiroir, non? Parce que quand il dit on n'a pas la preuve de que les glyphosates provoquent les cancers, non? Alors, c'est un axe à tiroir parce qu'effectivement, bon, d'abord, effectivement, il dit on n'a pas la preuve, non? Et d'un point de vue épistémologique, ce qu'on peut dire, c'est tout bêtement que dans le biologique, dans le champ du vivant, on n'a jamais la preuve de quelque chose. Que l'épistémologie qui s'applique au vivant, à la culture, n'est-ce pas, est une épistémologie qui ne peut pas être une épistémologie de la preuve, n'est-ce pas, est une épistémologie de la corrélation, est une épistémologie de ce que moi j'appelle X-tolérant. Vous voyez, X-tolérant, c'est dans plusieurs de mes bouquins, et parfois j'évoquais ici, X-tolérant est quelque chose que moi j'avançais dans un bouquin de logique mathématique, comme dire notre savoir a comme plancher juste une X-tolérance. Ça veut dire quoi, X-tolérance? Ça veut dire que X, l'ineffable, non, tolère, on ne tolère pas certaines hypothèses. Vous voyez, c'était ma position épistémologique par rapport à une position phénoménologique à la fois, n'est-ce pas? C'est de dire, finalement, ce qui fait effet de vérité dans ces situations est un effet de vérité, n'est pas un savoir supplémentaire, est un effet dynamique. Que donc X, non, tolère plus ou moins une hypothèse. Alors, il y a une épistémologie de la biologie qui, bien que mal, jusqu'à un certain moment, aller dans ce sens-là. Jusqu'à un certain moment, je dis, jusqu'à la biologie moléculaire, jusqu'à voilà, les néopositivismes actuels. Donc, d'une part, là, c'est un truc à tiroir, parce que d'une part, il y a de la part de Laurent Alexandre, là, quelque chose que je pense qu'il est payé parce que
J'espère, parce que sinon il est vraiment pas seulement minable et stupide, mais en plus, ça sert à rien. J'espère quand même qu'il y a une petite logique derrière, c'est un mercenaire de merde, quoi. Mais... c'est pas être mieux d'être stupide que corrompu? C'est-à-dire, si Dieu est stupide, il y a quelque chose, la stupidité rentre dans un ensemble, nous sommes tous stupides d'une façon ou d'une autre, tu vois. Alors, peut-être lui, pour X raison, justement, X tolérant, tu vois, il est stupide là-dessus, tu vois. Moi, je sais, par exemple, sur certains sujets, j'essaie de ne pas parler parce que par certains sujets, je sais que je ne peux pas contrôler ma stupidité. Mais je pense que Laurent Alexandre, il est payé pour un article comme ça. Et alors, mais il met tout son truc. Pourquoi? Parce qu'il va dire, donc, on n'a pas la preuve. Et vous voyez, c'est-à-dire, il dit, on n'a pas la preuve. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous comprenez? Nous, les scientifiques, on agit avec des preuves. Et la vérité, c'est que les scientifiques agissent effectivement avec certains principes de preuve, mais un certain principe de répétabilité, c'est que tu as répétable l'expérience, dans un certain contexte, mais à la fois dans les vivants, aussi avec un tas d'éléments qui constituent l'aléatoire et qui font qu'il n'y a pas une preuve comme ça, style Newton, un truc comme ça. N'est-ce pas que c'est la différence entre la physique et la biologie? Or, l'étage suivant dans l'article de Laurent, c'est qu'effectivement, si lui, il prétend appliquer un principe de preuve de la physique à la biologie, c'est pour une raison très très grave et profonde, c'est qu'il affirme, comme affirme la doxa dominante aujourd'hui en biologie, il n'y a pas de différence qualitative entre les vivants et l'inerte. Vous comprenez? Après, il y a d'autres points. Moi, je vous dis un peu ce qu'on avait discuté avec Bastien et pourquoi vous avez fait passer, c'est-à-dire, après, je sais pas, je vous propose de prendre un peu de temps pour discuter là-dessus, étant donné que, voilà, là, Laurent Alexandre, je le cite souvent pour parler mal de lui. Il m'a rendu la monnaie de la pièce en parlant mal de moi, dans son dernier bouquin. Et voilà, on continue. Mais effectivement, quand il parle on agit comme des médecins du 19e, ou quand il dit 10% des terriens aujourd'hui sont convaincus que la Terre est plate. Là, il y a un truc très très important quand même, une utilisation déraisonnable de la raison, qui est le propre du rationalisme occidental. Vous savez, c'est-à-dire que l'Occident a fait une utilisation déraisonnable de la raison. Hein, c'est-à-dire, alors, c'est quoi l'utilisation déraisonnable? C'est cet refus de l'altérité de la part de la raison. Il n'y a rien d'autre que la raison. Hein, le réel est rationnel, le rationnel est réel, non? Et il n'y a rien qui échappe à cet rationalisme. Or, si nous avons commencé comprendre, agir dans la complexité, on a commencé par la différence entre information et compréhension, n'est-ce pas? Et ce que j'essayais d'expliquer, c'est comment la compréhension implique des corps situés, des cerveaux situés dans des corps situés, n'est-ce pas? Or, effectivement, c'est-à-dire l'expérience que j'ai faite, et c'est tant mieux que je la fasse, c'est quand même que la Terre est plate. Vous voyez, c'est-à-dire, il vaut mieux que dans mon quotidien, je bouge comme si la Terre était plate. Vous voyez, c'est-à-dire, je ne suis pas tout le temps en train de regarder comme si j'étais en train de descendre une montagne ou une colline. Vous voyez, c'est-à-dire, la courbure de la Terre, ce n'est pas une expérience de mon corps situé immédiatement. C'est sûr que mon corps, il est constitué par cette courbure de la Terre. Mon corps, il est constitué comme ça et il agit. Il est plus qu'agit, il est composé d'une certaine façon de par le fait qu'effectivement il y a les 3 dimensions, etc. La courbure. Mais dans mon expérience immédiate en situation, effectivement, il n'y a rien d'étonnant de que j'agisse sur une surface plane. N'est-ce pas? Et c'est là où la question est de dire, mais l'information de que la Terre est plus ou moins ronde, n'est-ce pas? Cette information est une information qui arrive sur une double expérience corporelle. Vous voyez? Il arrive sur une expérience corporelle dans laquelle je suis toujours
sur une surface plane, même s'il y a des montagnes, non, c'est plane. Ça, c'est une information corporelle. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est vraiment incarné, mais qui constitue ma chair, constitue ma chair, mes os, la circulation de mon sang, tout. Qui est que si mon corps fonctionne comme ça, c'est parce que la Terre n'est pas plate. C'est-à-dire que si la Terre était plate, mon corps ne fonctionnerait pas comme ça. Voyez? Mais ces deux expériences cohabitent. Et l'information, la Terre est ronde ou la Terre est plate, trouve un écho dans une ou l'autre de ces expériences corporelles. Or, c'est là la complexité qui ne peut pas être dissoute dans une information rationnelle en se passant de toute corporéité, de toute expérience corporelle. Alors, là, il me semble quand même que, voilà, il y a quelque chose qu'une fois encore, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que quand il signe sur le glyphosate, bon, il est payé par Bayer, certainement, mais à la fois, Bayer, il le demande à lui parce que lui, il a tous les éléments pour étayer ça. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il peut avoir une rationalité machinique hors sol, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il dit, bon, la rationalité peut effectivement être post-organique. C'est pour ça que cet article nous semblait que, bon, résumait pas mal d'axes de ce qu'on critique, c'est-à-dire les projets historiques actuels majeurs d'aller vers une post-organicité. Je ne sais pas si tout le monde a compris en quoi que la Terre est ronde influe sur le corps. Comme le fait que la Terre, je crois, 40 000 km par seconde. Et ne me pas je ne sais pas à quelle vitesse il va. C'est-à-dire que la question, c'est que les corps, contrairement aux machines, les corps sont constitués par l'environnement. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'environnement sans corps, il n'y a pas de corps sans environnement. Tu vois. Alors, tout bêtement, tous les corps, depuis le début de la vie sur Terre, tous les corps qui sont existés et qui existent sont des corps co-constitués par un environnement qui, lui, il est dans une Terre ronde. Et donc, si tu veux, quelque part, corporellement, tu n'as pas l'information du tout. Même c'est très drôle parce que c'est vrai que c'est un truc en épistémologie, quand même, ça fait partie de ces paradoxes rigolos de l'épistémologie, c'est-à-dire que les hommes, à un moment donné, ils le savent, ils calculent même le diamètre à quelques centimètres près, tu vois, les Égyptiens, je crois que les Incas ou les Aztèques, je ne me souviens pas lesquels de deux, tu vois. Bon, un tas de peuples savent, après, on oublie, et la Terre redevient plate, tu vois. Alors, c'est drôle, tu vois, parce qu'effectivement, elle ne devient pas plate pour rien, elle devient plate, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, la Terre doit devenir plate, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, ce sont des questions qui se posent, cette culture-là, cette civilisation, ça a un rapport avec les techniques qu'ils possèdent, ça a un rapport avec les expériences, certainement des pouvoirs politiques, des savoirs, n'est-ce pas? Et tout à coup, la bonne réponse, elle est plate. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la Terre est au cœur du système solaire et elle ne bouge pas? Elle est au cœur du système solaire, elle ne bouge pas parce que vous imaginez que sinon, pourquoi est-ce que Dieu il se ferait chier de venir naître dans un caillou perdu dans l'infini? Vous comprenez? Il fallait quand même bien que si l'autre il est venu naître ici, il fallait quand même qu'il y ait une centralité quelconque, vous imaginez, parce que qu'est-ce qu'il fait, quoi, il était paumé, Jésus, alors tout d'un coup il a dit, et alors donc, si Dieu est né dans la terre, vous comprenez, c'est ce rapport pouvoir-savoir dans lequel les gens oublient des choses, apprennent des choses, produisent des savoirs, mais toujours dans un contexte historique. Après, effectivement, les corps restent les corps. Pour nos corps, on peut dire qu'au moins, pour simplifier, il y a la double expérience fondamentale de que sont des corps produits, autoproduits, dans une évolution des espèces et de la vie sur la Terre, qu'elle est toujours plus ou moins ronde, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un niveau.
ces niveaux-là d'expérience, de temps en temps, trouvent une information qui coïncide avec ça, et de temps en temps, trouvent une information qui contredit ça. Or, les informations qui contredisent un savoir plus noble ou scientifique ne sont pas des conneries, c'est ça que je veux dire. Vous comprenez? C'est-à-dire que les sens communs, c'est-à-dire la Terre est plate, non? Les sens communs n'est pas une connerie. Les sens communs, quand même, correspondent à un vécu, une expérience dans laquelle, si tu te comportes comme ça fait monde. Ça fait monde. Vous comprenez? Ça fait monde, quoi. C'est-à-dire, ça fait monde. C'est-à-dire que, vous voyez bien la différence entre des théories qui apparaissent délirantes, par exemple, et des théories marginales. C'est-à-dire qu'il y a toujours des théories qui apparaissent délirantes, et quoi? Parce que ces théories délirantes, ils sont comme scotchés sur le sens commun, n'est-ce pas? Mais c'est que les sens communs finalement, à voir avec non un irrationnel, mais avec un non rationnel, avec un non rationnel. Mais non rationnel est justement cette altérité, n'est-ce pas? Cette altérité avec laquelle l'utilisation déraisonnable de la raison, non, de la part de l'Occident et maintenant de la part de tous ceux qui veulent que les machines calculent et pensent pour nous. L'utilisation déraisonnable de la raison est celle qui considère que le sens commun est pure obscurité, c'est pas, est pure ignorance. Or, dans les sens communs, il y a toujours quelque chose qui renvoie à un vécu qui touche un plancher quelconque, qui touche un plancher, qui touche une expérience. C'est-à-dire, il n'y a pas de sens commun dans l'air. Par exemple, il existe un dialogue, je ne me souviens pas, peut-être que je te rappelle, les dialogues dans lesquels Socrate il dit qui peut convaincre la foule qui connaît plus de médecine, les sophistes ou les médecins? C'est quoi ce dialogue? Je ne me souviens pas, ce dialogue. Bon, peu importe. Un dialogue de Platon, vous verrez après. Dans un dialogue, Socrate dit, mais qui peut convaincre la foule qui sait plus de médecine? Le sophiste ou le médecin? Et bien entendu, la réponse est le sophiste va convaincre la foule qui sait plus de médecine. Pourquoi? Parce que le sophiste, peut-être il ne sait rien de médecine, mais il sait comment convaincre une foule. Vous comprenez? Alors donc, dans un certain platonisme un peu dur, là, non? Là, il le met à Socrate, parce que, bon, il y a différentes époques de dialogue de Platon jusqu'à arriver aux lois et à la République, dans lesquelles c'est les Platons plus durs, n'est-ce pas? Il y a un Platon qui est vraiment encore, on aime croire qu'il est plus fidèle aux enseignements de Socrate, et on voit quand même que ce sont les dialogues un peu plus dialectiques, un peu moins comme ça, durs comme dans les lois ou la République. Bon, dans tous les cas, là, dans ces dialogues-là, ce qui apparaît comme les corollaires évidents, la résultante évidente, c'est, et voilà, hein, il y a une vérité et la foule se trompe, non? Et c'est là où nous disons, effectivement, si les médecins c'est plus de médecine, mais c'est que le peuple, la foule, c'est que la foule est prête à accepter, c'est pas une pure erreur, vous voyez? Ce que la foule est prête à accepter, c'est que d'après une certaine expérience qui fait monde, donc qui fait monde, ça veut dire qui est X-tolérant, qui est compossible, qui est compatible avec la vie, vous voyez, que même si en train de souffrances, sont des souffrances qui sont assumables, métabolisables, vous voyez. Eh bien, ce que la foule va croire correspond donc à un niveau d'expérience qui n'est pas rationnel, mais ce n'est pas l'irrationnel. C'est un savoir non structuré de façon rationnelle et qui a beaucoup à voir avec les corps, avec une expérience corporelle. Vous voyez? Parce que l'expérience corporelle, dans l'exemple un peu schématique que je donne, mais c'est vrai, mais c'est un peu schématique, mais parce que c'est un peu réduit, les deux expériences qu'il y a notre corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est produit
par un contexte dans lequel la Terre elle est ce qu'elle est, et la Terre n'est pas au cœur du système solaire, etc. Donc ça, le corps porte ses, entre guillemets, savoirs dans lui, mais à la fois le corps porte un ton d'autres savoirs, d'expériences qui cohabitent conflictuellement comme des éléments qui à certains moments historiques vont s'articuler. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu tout à l'heure c'est qu'il y a un théorème de Cantor dans lequel il fait la différence entre les parties d'un ensemble et les éléments d'un ensemble. Non? Et alors, les parties, c'est ce qui capture certains éléments, n'est-ce pas? Et il les agence différemment. Alors, Cantor, il va dire, il y a plus de parties que d'éléments. Vous comprenez? Ça, c'est clair. Hein? C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, entrer chez moi sans connaître le digicode, ça y est, vous avez compris Cantor. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a 10 numéros, mais il y a, je ne sais pas, 100 000 parties possibles. Vous comprenez? C'est-à-dire que les parties, c'est ce qui existe comme possibles. Les agencements possibles à l'existence, tu vois, qui peuvent exister. Bon, alors de ce point de vue-là, effectivement, il y a, par rapport aux expériences corporelles, les éléments qui composent l'expérience corporelle peuvent s'agencer dans des parties différentes. Ouais, dans des parties différentes. Et ce que tu dis, ça rejoint, je crois, ce que le dernier Husserl appelle le monde de la vie. Le monde de la vie, quand il dit l'homme a toujours raison de dire que le soleil se lève et se couche. Absolument, tu vois, et c'est même moi qui j'aimerais être tout à fait d'accord avec Sartre, je ne peux pas être d'accord parce que je suis d'accord avec Husserl. Tu vois, c'est pas la conscience, c'est la vie. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Et même quelque chose qu'on a cité ici souvent et que dans ce qui nous intéresse, comment agir dans la complexité, on a cité souvent l'exemple de le fameux groupe des 10, le groupe des 10 en France, qui est ce groupe constitué par Edgar, qui était créé il y a longtemps, Edgar Morin, Michel Rocard, je ne sais pas, 10. Et qu'à un moment donné, ce qu'ils vont réaliser, ils vont réaliser quelque chose de très profond, ils vont réaliser que, étant donné les changements qu'ils voyaient, mais il y a 20 ans, sinon pas plus, peut-être 30 ans, je ne sais pas, étant donné les éléments de la technologie, les mondes de technologie, la complexité, vous pouvez entrer par l'autre porte, comme ça vous allez au séminaire d'à côté. Merci. Et étant donné la complexité de la technologie, ils vont dire ah oui, il y a Jean Petitot aussi, Edgar Morin, Jean Petitot, voilà. Jacques Robin. Non, c'est pas parti, Jacques Robin. Peut-être, je ne me souviens pas. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, étant donné la complexité, la démocratie est finie. C'est-à-dire, vous savez, maintenant on parle de post-démocratie. Ces groupes-là des 10, dont un futur Premier ministre, à l'air de rien, non, étaient déjà dans la post-démocratie, parce qu'ils vont exposer une hypothèse post-démocratique, qui est l'hypothèse platonicienne, de dire, mais qu'est-ce qu'il sait la foule sur des problèmes techniques, non? Et alors, qu'est-ce qu'il va dire les groupes de 10? Il va dire, on est passé d'un autre côté de la vie sociale, dorénavant, ce sont des scientifiques qui doivent s'occuper des problèmes, parce que comment un électeur peut voter par rapport à les réchauffements climatiques, la désertification, vous comprenez, les glyphosates, comment un électeur peut avoir la moindre idée de tout ça, on va dire le groupe de 10. Et alors, ils disent, bon voilà, donc on rentre dans... Alors ça s'articule aussi avec un autre sujet qu'on a beaucoup développé ici, qui est, effectivement, ils disent ça à la fin de l'époque de l'homme, à la fin de l'époque du sujet humain, libérateur, émancipateur, etc. N'est-ce pas? Donc, ils disent, voilà, là maintenant, il dit, c'est aux techniciens, aux scientifiques de s'occuper des problèmes de l'humanité. Et là, on voit comment il y a une moitié des trucs que difficilement on peut dire non, on n'est pas du tout d'accord. Et à la fois, j'espère qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose qui me gêne.
c'est-à-dire sans faire une apologie de la démocratie, parce qu'on voit bien qu'il y a des symptômes gravissimes de post-démocratie dans le monde entier, etc. Mais bon, de là à dire et maintenant ciao, c'est fini, n'est-ce pas? Parce qu'en plus, les scientifiques, cette idée un peu naïve, qui sont des scientifiques, non, comme si les scientifiques vraiment étaient dans une neutralité objective, voilà. Alors, mais quand même, bien que mal, malgré tous les défauts qu'il y a cette pensée naïve et étonnante, parce que Michel Rocard n'était pas un scientifique, mais il est scientifique dans le groupe, non? Alors on se dit, mais comment est-ce que quelqu'un qui vraiment est scientifique peut avoir une pensée si stupide sur la neutralité du scientifique? Bon, au-delà de tout ce qu'on a fait là, la question c'est quoi? La question c'est, on ne peut pas ne pas être d'accord avec le fait de que les lecteurs lambda ne peut pas savoir sur la digitalisation du monde, ne peut pas savoir sur la macroéconomie, ne peut pas savoir sur Big Data, vous comprenez, ne peut pas savoir tout ça. Et alors donc quoi? Il reste chez lui, c'est ce qu'ils font, et encore c'est mieux parce que sinon ça arrive comme au Brésil, vous voyez, il faut d'extrême droite. Alors, donc c'est là où la pensée, c'est là où dans cet petit article de Laurent Alexandre, si on le décortique, hein, mais vraiment il y a là l'essence... de Laurent l'essence de la chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est cette dénégation de l'altérité. Vous voyez? Il y aurait une rationalité, dans ce sens, le Platon, dans le sens de c'est Platon, donc très très dur, que peut savoir la foule, il y a une dénégation de toute altérité. C'est-à-dire que, et cette dénégation de l'altérité est ni plus ni moins que la dénégation du fait de que c'est que la foule, que quand même c'est pas n'importe quel mot la foule, non? C'est pas très joli, hein? C'est-à-dire aucun aime bien faire partie de la foule, non? Il y a un côté comme ça. Alors, c'est que la foule est prête ou pas prête à accepter correspond à une expérience, vous voyez? Et ça, c'est les talons d'Achille et de ce dialogue de Platon, dès la position des groupes de 10, et, bon, décadence totale, n'est-ce pas, parce que comme nommer Platon le groupe de 10, et Laurent Alexandre, ça fait honte de faire une suite comme ça. Disons, là disons, c'est le côté comique de l'histoire, n'est-ce pas, le côté farce de l'histoire, n'est-ce pas. Mais il y a quand même là quelque chose qui est très problématique, parce qu'effectivement, ce qui manque là, c'est cette altérité par ce désir d'une utilisation déraisonnable de la raison, que pour Laurent Alexandre, ce n'est pas ni comme pour Platon, ni comme pour... parce que pour Platon, comme pour le groupe des 10, pour Platon, bon, effectivement, c'est les philosophes, conseillers des rois, etc. Pour le groupe des 10, c'est le scientifique objectif. Pour les transhumanistes et ces articles, c'est qui? Ces personnes, c'est la machine. Vous comprenez? C'est le mouvement historique majeur actuel qui est de dire on délègue la rationalité, la continuation de la rationalité à la machine sur deux bases, sur deux hypothèses. Une, comme il y a une continuité des natures, pour dire comme ça, entre la machine et les vivants, la machine quantitativement est mieux, non? Et deux, effectivement, en disant de toute façon, comme les humains devront être dépassés, il vaut mieux quand même qu'on apprenne déjà à obéir à la machine. Vous comprenez, la logique, ce n'est pas d'obéir à la machine. C'est ça ce qu'on nomme dans la Silicon Valley, dans la Singularity Universe, ils nomment la singularité, à quoi ils appellent la singularité? Ils appellent la singularité à ces moments historiques qu'ils calculent d'ici à 20 ans, un truc comme ça, dans lesquels le vivant fonctionnera sur d'autres bases. N'est-ce pas? Donc, c'est un tout petit peu, voilà, dans la dialectique contradictoire, fonctionner ou exister, c'est, quelque part, ça revient à dire, on acceptera finalement d'abandonner toute vérité d'existence pour passer au pur fonctionnement. En quoi c'est différent d'une obéissance ou d'une soumission? Parce que dans la soumission, il y a un autre.
Dans la soumission, il y a un autre. Tu vois, c'est-à-dire que dans la soumission, il y a déjà le capitalisme a fonctionné beaucoup comme ça, hein, c'est-à-dire c'est pas la dictature militaire, voilà, les mecs qui portent un uniforme, tu vois sur qui tu dois tirer ou de qui tu dois avoir peur. Bon, le capitalisme déjà, malgré toutes les thèses un tout petit peu, pas de Marx, mais disons Marx un peu dégradé, non? La vérité, c'est qu'au-delà de ça, le capitalisme déjà ne fonctionne pas comme une idéologie. Le capitalisme fonctionne, et le néolibéralisme fonctionne. Et s'il y a des visions du monde qui se dégagent de ce fonctionnement, ce n'est pas le problème du capitalisme et encore moins du néolibéralisme. Tu vois, c'est-à-dire, si toi tu veux aller au Larzac, te geler les nouilles, tu vois, en hiver, ou si tu veux, aucun problème. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le néolibéralisme n'est pas une idéologie comme les idéologies des fascismes, le nazisme, le stalinisme. Ce n'est pas une idéologie. Le néolibéralisme, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais quand même, quand on va cultiver à Notre-Dame-des-Landes, on vous détruit sauvagement tout ce qui existait, que ce soit l'humain, le végétal, l'animal. Bien sûr, mais parce que là, ils te disent, on ne s'oppose pas à que tu ailles planter des carottes bio quelque part. Le problème, c'est que là, tu es en train d'empêcher le bon fonctionnement de la région. Non? C'est-à-dire que la répression n'est pas une répression qui se permet de juger. Le néolibéralisme ne juge pas comment tu vis ou comment tu veux vivre. Simplement, là, le problème, c'était qu'ils plantaient les carottes bio dans un endroit où, pour le fonctionnement économique, dérangé. Non, personne ne va aller virer les gens qui sont sur le plateau du Larzac ou ceux qui vont... il y a un tas de jeunes dissociés, comme on dit, non, dissociés qui vont vivre des expériences différentes. Et le seul danger, c'est qu'ils s'ennuient ou qu'ils ont trop froid, un truc comme ça, non? Parce que le néolibéralisme n'a rien à dire là-dessus. Bon. Mais le fonctionnalisme digital, pour dire comme ça, alors encore moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'altérité. Tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas l'autre par rapport auquel je m'oppose. Il y a une sorte de domination du fonctionnement sur tout niveau d'existence. Il y a une mise en, disons, on te prévient, non, de que toute velléité d'existence est à tes risques et périls, parce que, quand même, si tu te plies au fonctionnement, tout ira bien, mais on n'accepte pas qu'il y ait une altérité, on n'accepte pas qu'il y ait un autre. L'autre, il est ou un malade, ou un dysfonctionnement, ou un terroriste. Donc c'est la négativité totale. Vous voyez, par exemple, en Italie, c'est drôle parce que avec les maires là, comment s'appelle le mec là? Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est en Sicile, mais je ne sais pas comment ça s'appelle le mec. Il y a quand même une confrontation vieux style, vous voyez, parce que d'un côté il y a Salvini, qui économiquement il est néolibéral, Salvini, non? Mais quand même encore arrive à dire des trucs un peu idéologiques. Et l'autre qui parle de solidarité. En tant que Renzi, avant, Renzi, lui, quand il s'oppose aux politiques de solidarité, je ne sais pas quoi, il n'a pas un mot idéologique, lui. Lui n'a pas un mot idéologique, c'est comme Macron, au contraire. Macron, c'est grand, il a eu un prix des droits de l'homme, je ne sais pas quoi, il venait de criminaliser encore plus la solidarité, donc que cela ne tienne. Parce qu'il ne criminalise pas comme Salvini qui dit « je m'oppose à ce que toi tu penses, à ce que tu dis ». Il dit « pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne comme ça ». Vous voyez, c'est-à-dire que le fonctionnalisme... Bon. Dans cet article de Laurent Alexandre, on voit, et là sincèrement, c'est-à-dire
grâce à sa bêtise, c'est plus facile de voir les grosses ficelles, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas exagérer parce qu'il n'y a pas que la bêtise, les systèmes fonctionnent comme ça, vous comprenez? C'est-à-dire que ça serait trop facile de dire « Ah, comme il est bête, Laurent Alexandre », parce que la vérité, c'est que nous-mêmes, si nous faisons un examen de conscience de notre quotidien, on voit bien comment nous-mêmes, nous sommes très très gagnés au fonctionnement, quoi. Hein, c'est-à-dire comment petit à petit nous sommes dans des dimensions du fonctionnement. Hein, on peut, enfin on lira le livre, mais on peut faire un petit panorama de ça? C'est un article. Non, je parle de exister, fonctionner ou exister. Et non, parce que sinon vous ne l'achetez pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, dans le quotidien, alors c'est quoi les stratégies de fonctionnement qui nous ont déjà capturés? Le problème c'est que... le problème c'est... Oui, non, mais je ne vais pas dire qui est l'assassin. Non, le problème est que la séparation du fonctionnement par rapport à l'existence, c'est ça déjà le problème. Il n'y a pas quelque chose qui est caca, qui est fonctionné, et une noble activité, dimension qui serait exister. La question c'est un tout petit peu comme vous dites les Français, la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire, la question c'est qu'effectivement, tout dans les fonctionnalismes, comme ça la priorité au fonctionnement, ce qu'il y a c'est que par exemple, on calcule les risques d'une activité. On calcule les risques, bénéfices, risques, comment ça va fonctionner, non? Et par rapport à ça, on va faire l'activité. Bon. Exister, ça voudrait dire exactement les contraires, mais s'il mettra les contraires, c'est-à-dire, bon, tu as quelque chose que pour toi à voir avec ton destin, avec ta vie, dans la situation actuelle, tu vois, un peu ce qu'il dit le maire là ici, parce que nous sommes tous en solidarité avec les clandestins, etc. On dit, bon, on n'a pas la moindre idée de comment faire avec les étrangers qui arrivent, on n'a pas la moindre idée économiquement comment ça peut fonctionner, on n'a pas la moindre idée. La vérité c'est ça, c'est qu'on n'a pas la moindre idée. La seule chose qu'on sait, c'est que l'idée de que l'Afrique va faire comme un tube dentifrice comme ça, qu'il va couler vers le nord, ça c'est une connerie. Mais bon, quand même, une partie va couler quand même. Et alors, on n'a pas idée de comment faire. Et alors donc, les côtés de l'existence seraient du côté dans lequel tu n'aimais pas la charrue avant le bœuf. Tu te dis, bon, ici et maintenant, tu vois, c'est même les propres d'une situation, donc de l'existence. Les propres d'une situation, c'est que sont des éléments, non, et des parties capturées par un noyau de non-savoir, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, la situation se définit par un noyau de non-savoir qui capture une région. Tu vois, une région, façon de dire, tu vois. Pour dire, c'est pas que des êtres humains, ça capture un moment, une tranche, etc. Alors donc, d'un point de vue de l'existence, tu te dis, la vérité vraiment, c'est que je n'ai pas la moindre petitissime idée de qu'est-ce qui va se passer, si est-ce que c'est bien qu'ils viennent ici, si est-ce que c'est bien qu'ils restent chez eux. J'ai une idée de que c'est pas bien qu'ils se noient au milieu, par exemple. Ça, j'ai une idée, tu vois. Bon. Mais qu'ils viennent ici, qu'ils restent chez eux, je ne sais pas. Mais justement, ces non-savoirs, ces noyaux-là, c'est ce qui dysfonctionne totalement. Non, ok, à au-delà des fonctionnements. Pourquoi? Parce que, donc, c'est ce qui convoque les éléments de la situation et les ordonne comme des parties de la situation, les ordonne d'après cette convocation-là. Non? Alors, toi, tu te dis, bon, la question c'est que là, c'est ce qu'il a dit Cédric, vous savez comment s'appelle votre compatriote là, de Menton, là? Héroux. Cédric Héroux, oui. Héroux, voilà. Cédric Héroux. C'est ce qu'il dit Cédric Héroux l'autre jour à la radio. Il y a un journaliste qui fait la maline, il a dit « Oui, mais vous aidez quelques dizaines, mais c'est des milliers. » Il dit « Oui, d'accord, mais la question c'est vous êtes là. Alors vous avez un cœur, vous n'avez pas un cœur. » Et bon, quelque part c'est ça. La situation, ce qui renvoie à l'existence, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le truc de dire
Ici, maintenant, là, il y a une convocation. Hein, c'est les ploufs de Camus dans la chute, quoi. Et il y a quelque chose qui me convoque. Cette convocation modifie l'articulation des éléments en parties différentes, non? C'est pour ça que l'essence ne précède pas l'existence. C'est-à-dire que l'appel, les points situationnels, restructure les éléments. Les éléments, c'est quoi? Les mecs, ils disent, je suis un avocat, mais être un avocat, ça ne fait pas une partie de la situation, là, vous comprenez? Je suis un avocat, je suis blanc, j'étais là, je vais à un dîner. Ce sont des éléments, mais ce ne sont pas des parties. La situation, quand il émerge une situation, d'un point de vue existentiel, c'est que Sartre disait la négativité, non? Qui inclut le néant, hein? C'est-à-dire inclut cet infini, comme ça, qui va faire trou dans les savoirs préalables, eh bien, va redistribuer la donne dans le sens auquel ce n'est pas les éléments qui définissent qui on est. On devient des parties de la situation. Les éléments continuent à être là, mais articulés en parties différentes. Bon, exactement comme dans la chute de Camus, les Cédric, lui, il dit, j'habite là, je vois ces malheureux qui passent. Écoutez, après peut-être il y a beaucoup mieux à faire, peut-être même ce que j'ai fait c'est pas bien, tu vois, dans 10 ans je me rends compte qu'il aurait fallu agir d'une autre façon, dans le même sens, peut-être, tu vois. Mais en situation, ce qui fait les mecs, c'est ce que nous regarde une éthique situationnelle, c'est quoi? Ce qui fait les mecs, c'est qu'il agit en assumant lui en tant que partie, en faisant partie des parties d'une situation. En tant que les fonctionnements, c'est quoi? Les fonctionnements, c'est non pas ce qu'il dit Salvini, parce que Salvini, lui, s'assume comme fasciste, non? Dans les discours, sinon il c'est un néolibéral. Mais bon, lui, en tant que fasciste, lui, il dit l'Italie aux Italiens, les relativismes culturels, etc. Renzi, Macron, Hollande, pas du tout, pas du tout. Eux, ils disent non mais écoutez ici, comment c'est douloureux, tout ça, mais comment vous voulez que ça fonctionne, non? Et alors, quand on sort à la rue, ils disent, mais c'est ridicule, parce que ça veut dire quoi? Vous sortez à la rue, mais par rapport à... quelle est votre proposition de fonctionnement, non? Et ça fonctionne tellement bien, ce terrorisme idéologique, qu'il y a de moins en moins de gens à la rue, parce que c'est là où nous sommes gagnés au fonctionnalisme. C'est parce que de plus en plus les gens deviennent adultes, vous voyez? Et alors ils disent, bien entendu, sortir à la rue, caillasser. Mais qui caillasse? Ils ne caillassent pas la maison de Madame Roberta. Ils caillassent des banques, ils caillassent des agences d'esclavagisme intérimaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en plus, même quand ils caillassent pas n'importe quoi, quoi. Et alors, les gens deviennent adultes. Et alors, là, l'invective, l'ordre, n'est-ce pas, de dire... vous êtes sommé de proposer un autre fonctionnement. Et c'est là le piège des fonctionnements, vous comprenez? On n'est pas sommé à proposer un autre fonctionnement. Parce que si nous sommes sommés à proposer un autre fonctionnement, on fait partie du problème. Nous sommes convoqués, non pas sommés par personne. Vous voyez, parce que ça, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. C'est le propre de la situation, de l'existence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous, on est convoqué et pas sommé, on est convoqué à une situation qui est là. Et convoqué à cette situation-là, eh bien, l'intendant se suivra ou pas. Vous comprenez? Parce qu'à la fois, il n'y a aucune promesse de dire, vous voyez, c'est un truc du parce que souvent j'ai cité ces passages de Spinoza dans lesquels il dit, j'ai aucune garantie de qu'en agissant bien, le résultat sera bon. Vous voyez? Mais ça aussi, ça fait partie de cet existentialisme radical, quelque part, cette phénoménologie radicale, dans laquelle il ne faut pas se raconter l'histoire de que si tu existes, entre guillemets, pas, si tu existes, ça fonctionnera bien. Pas du tout, vous voyez? Pas du tout. C'est-à-dire, si tu existes, tu existes. Voilà. Tu sauras que tu existais. Voilà. Alors après, on peut toujours se dire, oui, mais dans l'existence, il y a une libération des puissances plus grandes, ça fait dysfonctionner le système.
Si, il y a un tas de choses, jusqu'à un certain point, on peut dire il y a des choses qui sont positives, entre guillemets. Mais l'existence en tant que situation, en tant qu'assumer la situation d'un point de vue éthique, est sans promesse. Vous voyez, elle n'est pas transitive. La situation n'est pas transitive. Vous comprenez? C'est-à-dire que, contrairement à la prétention fallacieuse du fonctionnement, non? Prétention fallacieuse de pouvoir calculer et prévoir. Contrairement à la prétention fallacieuse du fonctionnement, non, l'existence n'a rien à prouver par rapport au résultat, parce que l'existence est l'objectif lui-même. L'existence est l'objectif lui-même. Elle est sans prédictivité, mais elle n'est peut-être pas sans promesse. C'est-à-dire... Elle ouvre d'autres possibles... Absolument. La promesse, quand même... Oui, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par promesse, effectivement. Ce n'est pas une promesse de meilleur fonctionnement, c'est ça que je voulais dire. Mais effectivement, tu vois, quelque part, en parlant, tu vois, l'exemple, parce que tu sais que toujours on dit les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale à Auschwitz. Tu vois, on peut penser aussi plutôt au ghetto de Varsovie. Tu vois? Bon. Alors, dans le ghetto de Varsovie, il y a cette promesse que tu évoques. Il y a une promesse qui n'est pas une promesse de fonctionner bien, mais est de dire il y a eu quelque chose. C'est possible d'exister au-delà de tout calcul de risque. Je dis par une situation extrême, disons, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de la structure ghetto de Varsovie, quelque part, n'est-ce pas? Que dans le ghetto de Varsovie, c'est l'extrême total, parce qu'ils savent qu'ils vont presque tous y passer, quoi. Mais il y a quand même quelque chose que, même dans un cas extrême total, cette promesse que toi tu évoques, non pas la promesse de bon fonctionnement, agit. Pourquoi il agit? Eh bien parce que toute existence réelle potentialise d'autres existences. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de transmission possible. Hein, puisque fut, pourra être. Vous voyez? Ça fait jurisprudence. Ça fait jurisprudence, exactement, comme on dit Deleuze, exactement. Ça ne marque pas un sens de l'histoire, mais ça fait jurisprudence. C'est possible, quoi, c'est possible. Mais si tu veux, bon, je fais la différence entre la promesse dans le sens de que tu ne peux pas faire la promesse de dire si on existe, ça va fonctionner mieux. Non, parce que et c'est pas une faiblesse de l'existence. Au contraire, c'est sa force de ne pas être transitif. Tu ne vis pas pour quelque chose. Bon, il y avait un autre point sur le... Mais on va... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre par rapport à l'article de Laurent Alexandre veut... Moi, je n'ai pas lu l'article, mais je voulais juste réagir sur le fait que ce discours qu'utilisent les plus malins, comme Macron, etc., en disant que ce qu'ils cherchent, c'est un bon fonctionnement, il suscite quand même des résistances et des luttes extrêmement nombreuses et déterminées, quand même. Quand même. Visiblement, ça ne fait pas masse critique, quoi. Visiblement, pour le mois, ça ne fait pas masse critique. Justement, on ne va pas attendre d'être sûr de gagner pour lutter. Hein? Non, ça je suis d'accord, mais on a du mal à résister plutôt ce qui... On a du mal, mais on résiste dans beaucoup de domaines de façon quand même très déterminée. Quand les oubliés du logement occupent les parcs, etc., il y en aura beaucoup certainement à la rue cet hiver avec la loi Elan, mais ils se sont battus, ils vont continuer à se battre, même une fois la loi votée, en faisant tout ce qu'ils peuvent, y compris occuper des bureaux vides et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que je pense que cette stratégie du pouvoir de vouloir nous appeler à un bon fonctionnement, ça déclenche une colère sourde qui gronde et qui n'a pas encore trouvé peut-être son mode d'expression massif, mais ça déclenche une multitude de luttes. Mais moi je vais te répondre à un truc négatif. Je vais répondre à ce que tu dis. Je pense d'abord que c'est vrai que ça déclenche des luttes déterminées, parce que justement, malheureusement, il ne reste que des déterminés pour s'opposer. Tu vois, c'est-à-dire que l'essence commun est en train d'être gagné par le fonctionnement. Ça, c'est un côté un peu négatif. Mais le côté vraiment négatif,
c'est que bien sûr qu'il y a un ras-le-bol du fonctionnement. Mais la réponse l'apportent les fascistes. Et l'islamisme radical, et le catholicisme de la manif pour tous, tu vois, c'est-à-dire que ce qu'on voit vraiment s'opposer, mais alors là, massivement, au fonctionnalisme, à tout fonctionnement, c'est des affreux qui disent on a des principes, etc. Alors pour le moment, il reste, comme tu dis, les déterminés. Est-ce que c'est pas une idéologie de fonctionnement? C'est-à-dire, il dit c'est naturel, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as lu le sous-titre du dernier livre de Stigler, c'est comment ne pas devenir fou. Et puis les indicateurs de santé sociale de l'ONU, c'est-à-dire tous les chiffres, les suicides qui augmentent, les maladies mentales. Donc ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, c'est des idéologies qui dit ce n'est pas une idéologie. Donc ce n'est pas le fonctionnement, c'est nous, on n'a pas d'idéologie, on est pragmatique, etc. Mais c'est la pire des idéologies. Moi personnellement, je dis comment ça se présente, de fonctionner. Je pense que derrière le fonctionnalisme technologique, etc., il y a pire que plus fort, disons pire, je ne sais pas, je vais vexer personne, mais plus fort qu'une idéologie, c'est une religion. C'est-à-dire il y a une métaphysique. Il y a une métaphysique dans le sens d'une vie sans mort, c'est même pas une vie après la mort, mais tu vois, c'est-à-dire que la vérité, c'est qu'effectivement, le fonctionnement promet un tas de choses, mais ne se présente pas comme ça, nous ne les vivons pas comme ça. Quelque part, toute idéologie dominante ne se montre pas en tant qu'idéologie pour les contemporains. C'est le succès de toute idéologie, c'est d'apparaître comme conscience totalisatrice, non et non pas fausse conscience, en reprenant les catégories d'Hegel. L'idéologie apparaît comme fausse conscience parce que tu peux prendre distance. Alors, dans ce point de vue-là, effectivement, si le fonctionnalisme, pas seulement est une idéologie, est une religion, une des pires religions, parce que c'est une religion d'une métaphysique absolue qui exige une obéissance totale, mais le problème, c'est que c'est à tel point dominante, diffuse, etc., que pour le moment, justement, nie toute altérité. Alors, si c'est une idéologie, c'est une idéologie d'un totalitarisme total et qui a comme base, comme action de base, dès qu'il n'y a pas d'altérité possible. Que toute altérité. Dans ce sens-là, tu vois, aussi, on peut dire que c'est un peu pourquoi Foucault parlait de hypermodernité. Dans le sens qu'il n'y a pas d'altérité, il y a le barbare, le terroriste, le fou, mais il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Ouais, il n'y a pas de liberté non plus. Non, la liberté n'a pas de sens, parce que la liberté, c'est à tes risques et périls. C'est-à-dire que la liberté apparaît comme... c'est-à-dire que si tu revendiques... mais je ne sais pas, penser dans les quotidiens les plus banals. Si on revendique des projets de liberté face aux petits employés des banques qui doivent financer ton projet, tu es en train de parler de rien. Tu es en train de parler de rien. C'est-à-dire que vraiment, les petits employés des banques, ou les petits mecs qui montent une start-up, je ne sais pas quoi, ils ne voient pas de quoi tu es en train de parler. C'est-à-dire que cette catégorie-là va essayer, vous les artistes, vous allez parler pour demander des financements ou pour avoir 3 sous, c'est-à-dire il faut déguiser la chose en fonctionnement. Hein, c'est-à-dire, s'il y a de l'art en banlieue, il y aura moins de violence. Tu vois, c'est-à-dire, mais va dire, écoutez, je voudrais des sous pour qu'il y ait l'art dans ma lieu, pour porter l'art, au suivant, tu vois, c'est là où il y a quelque chose comme ça, de la non-altérité totale, et que nous gagne à nous-mêmes, parce que nous, on veut fonctionner bien. D'un point de vue clinique, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue clinique, c'est un sacré bordel, parce que les gens, ils disent, je vais fonctionner mieux. Et la vérité, c'est que toi, tu as fort à parier que si ton patient fonctionne mieux, il souffrira moins en plus. Tu comprends? Eh bien oui, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que... On n'en sort pas. C'est compliqué parce que tu commences à dire que c'est là où c'est pas un truc que tu dis bon mais allons, tu vois, tu peux faire le tour de la chose facilement. Non, au contraire, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui fonctionne mal et qui souffre parce qu'il fonctionne mal. Si à travers des expériences de coaching, de mindfulness, de comment ça s'appelle, de pleine conscience. Pleine conscience, était funeste, votre compatriote. Comment, vous avez l'expérience de pleine conscience, comme ils disent, de bonheur. Si par tout ce conneries-là, on arrive à que les mecs fonctionnent mieux, le mec, la nana, il continue la même galère qu'avant, mais il va se sentir mieux. Il va se sentir mieux parce qu'il va fonctionner mieux. Tu vois, c'est-à-dire que si il s'avère que toi, dans tes névroses à la con, tu trébuches toujours sur la 10e marche de l'échelle et tu te casses les dents jour après jour, si l'autre, le coaching, pitching, pleine conscience, je sais rien, tout ce conneries-là, conductisme, cognitivisme, si le mec il arrive à que tu ne te casses pas la gueule à la 10e marche, bah, c'est sûr que tu sens mieux parce que tu ne te casses pas la gueule quand tu vas tous les jours. Alors, de l'autre côté, alors, c'est pour ça qu'il nous traite d'obscurantistes. Non, il nous traite d'obscurantistes. Ah, vous voulez que les gens souffrent. Est-ce que je comprends bien que toi, tu penses que la résistance est située localement, spontanément, comme celui qui a sauvé les... Est-ce qu'il n'y a pas deux autres stratégies? Une première, c'est montrer que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire une critique interne, comme dit Hegel, la seule critique valable, c'est interne. Quand ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et on sait très bien, même les économistes de droite disent on est avant une crise qu'on n'a jamais vue, la pauvreté augmente, les maladies, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas. Et le troisième, une autre idéologie. Alors je vais te dire, un autre monde est possible et une autre vie est possible. Avec attaque. Par rapport à ça, je vais répondre, parce qu'après, comme Bastien a préparé tout, c'est lui qui devait commencer. Alors après, vous savez comment il fait une tête de malheureux, comme ça. Et alors, je vais répondre par rapport à ce que tu dis. Dans ce que moi me regarde, dans la recherche par rapport à la singularité du vivant. Non, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que, effectivement, que moi je prétends que le Mamotreto, c'est plus X-tolérant, tu vois, et que si tu appliques le Mamotreto à un système vivant, ou un système culturel, ou rien, bon, si tu appliques le Mamotreto à un modèle organique, hein, si tu appliques un modèle organique, effectivement, il y a moins de destruction, moins de... Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, le modèle organique est un modèle qui élimine certaines bornes sans avoir la prétention folle d'éliminer les limites. Donc, effectivement, si tu veux, je pense que... bon, mais les problèmes épistémologiques et concrets de la recherche, c'est que ceci ne peut pas se faire par des démonstrations du même type que le fonctionnement. Tu comprends? C'est-à-dire que tu ne peux pas démontrer la X-tolérance d'un système. Ce que tu peux faire, c'est par ce qu'on appelle les résultats négatifs ou par ce qu'on appelle la mathématique, tu vois, le théorème de l'absurde, tu vois. C'est-à-dire, tu peux par exemple dire, imaginons qu'on fonctionne comme ça, tu vois. Alors tu prends des hypothèses transhumanistes, post-organiques qui disent, bon voilà, tout va fonctionner, on va passer les cerveaux sur une machine, patatim, patatam. Bon. Alors, ce que tu peux faire, c'est il y a deux voies. Une voie, c'est la voie de la démonstration par l'absurde. La démonstration par l'absurde, il a le droit de citer dans la rationalité occidentale, ça existe, quoi. Alors, tu peux faire, tu dis, j'imagine que ça fonctionne comme ça. Vous vous rappelez que dans les lycées, les théorèmes qui sont résolus par l'absurde, la démonstration par l'absurde. C'est quoi la démonstration de l'absurde? On dit, bon, imaginons que le triangle a 4 angles. Hein? Alors on dit, bon, si j'imagine que le triangle a 4 angles, je me casse la gueule, ça ne coïncide pas. Mais le problème, c'est que la démonstration par l'absurde est une démonstration existentielle. Pourquoi? Parce que j'imagine ça. Et si j'imagine ça, ça ne fonctionne pas. Ok. Mais l'autre, à l'infini, peut dire, oui d'accord, mais et si je mets ça? Et si je mets ça?
que c'est tout bêtement ce qui me répond, tu vois, quand j'ai fait mon truc sur le cerveau, ce qu'on me répond toujours, c'est de dire, tu as raison, on n'a pas pensé qu'il y avait une faille dans le fonctionnement du cerveau, donc il faut introduire dans notre modèle artificiel une faille. Tu comprends? C'est-à-dire que moi j'ai fait une démonstration qui est, c'était pas exactement ça, mais mettons, une démonstration par l'absurde. J'ai dit, est-ce qu'on peut imaginer un cerveau qui ne fonctionne pas sur une faille? Alors j'explique, je ne fais pas une démonstration par l'absurde, là j'ai démontré en positif, mais imaginons. L'autre il peut toujours dire ce qu'ils disent les chercheurs, mais comment c'est intéressant cette faille que tu as trouvée, donc il faut l'incorporer au système. Tu vois? Donc les théorèmes, la démonstration par l'absurde, nous devons l'utiliser, mais nous devons l'utiliser tout en sachant que quand nous disons, mais imagine-toi que tout le monde fonctionne comme ça. Non, c'est ça. Imagine-toi que tout le monde fonctionne comme toi. Qu'est-ce que ça donne? Tu vois, tu vas voir un mec de la banque, tu lui dis, mais imagine-toi, petit con, que tout le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire, rien n'est possible si tu ne peux pas faire le calcul de la bénéfice, je ne sais pas quoi. Alors le mec, à un moment donné, je ne sais pas, peut-être, non, par miracle, il dit, c'est vrai. Mais quelle est sa réponse? Tu commences, c'est là où il y a une tangente vers l'infini. Sa réponse peut être s'arrêter là, et pour cette fois-ci ça passe, mais sa réponse, elle est ouverte. C'est légitime que la réponse soit à l'infini. Il dit, ah, je n'avais pas calculé cette variable-là. Tu comprends? Je vois. Donc, l'absurde est absolument situationnellement valable, mais ce n'est pas une invariante transsituationnelle. Tu comprends? C'est-à-dire que tu ne peux pas démontrer par l'absurde quelque chose que dans toute situation soit comme ça. Parce que l'autre, il peut incorporer des variables pour combler la faille. Bon. Mais il faut utiliser l'absurde, il faut encore que dans une théorie de la situation. Bon. Et l'autre chose qui est un peu plus costaud, c'est ce qu'on appelle les résultats négatifs. Les résultats négatifs, c'est Poincaré ou Gödel, tu vois, qui sont les théorèmes des résultats négatifs, ça s'appelle comme ça pour Poincaré, quelque part Gödel, on peut l'interpréter comme ça aussi, qui montrent que soit Poincaré pour un système physique de 3 corps, un espace, Gödel dans l'arithmétique, il montre qu'il y a du non démontrable, vous comprenez? Ou Poincaré montre qu'il y a du non calculable, du non prédictible. Alors donc, les deux seules armes, et vraiment c'est deux armes petites pour faire ce que tu dis, tu vois, c'est-à-dire que pour montrer que ça ne peut pas fonctionner, nous ne pouvons pas démontrer avec les règles des démonstrations des fonctionnements. Tu vois, c'est pourquoi, si tu veux, quand les transhumanistes, ils disent, Laurent Alexandre, il écrit, on va vaincre la mort. Tu vois, moi je peux par l'absurde dire, mais qu'est-ce que j'imagine d'un vivant non mortel, par l'absurde. Alors, et là, avec Laurent Alexandre, ça plafonne bas, ça va. Par exemple, je lui dis, dans un débat que toi tu as filmé, Christian, je lui dis, mais bon, d'accord, Laurent, mais petit problème, non? Et si on ne meurt pas, où tu vas mettre tous les cons? Non, l'humain, je veux dire, non, pas un sous-ensemble, je prenais l'ensemble des cons. Et alors, donc, il m'a dit, alors là, je pensais, il s'est acheté au moins 3 appartements avec le best-seller La mort de la mort. Je pensais qu'il y avait une parade à ça. Mais non, il m'a dit, on va conquérir l'espace. Bon, d'accord. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a des transhumanistes un peu moins débiles qui sont des réponses à ça. Mais donc, par l'absurde, on peut attaquer. Tu vois? On peut attaquer par les résultats négatifs. Mais je ne peux pas, par exemple, dire en positive les raisons pour lesquelles il n'y aura pas des organismes vivants non mortels. Tu comprends? Je ne peux pas affirmer par le positif. Donc, le problème c'est ça, c'est que l'existence ne peut pas, les principes qui regardent l'existant, je ne peux pas les énoncer de façon positive. Et ce n'est pas un défaut, c'est parce que la négativité est la base de l'existence, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme une carence de notre part. Mais le problème, c'est que faire entrer la négativité dans le champ de la rationalité,
c'est un boulot de petitissime, quoi. C'est-à-dire, alors effectivement, Poincaré, Gödel, il y a, effectivement, je parle des sciences dures, n'est-ce pas? Il y a des gros morceaux théoriques qui ont rentré dans la rationalité, qui sont des résultats négatifs. Ce qu'on appelle une certitude négative, comme le sujet pour Kant. On ne peut rien dire, une certitude négative. Si, mais là, c'est encore plus faible. C'est encore plus faible. Je pense que ça serait plus fort. L'ineffable des néoplatoniciens, avec la détermination du non-visible, que l'en soi kantien. Mais bon, écoutez, et voilà, c'est un tout petit peu par rapport à... C'est pour ça qu'on vous a fait parvenir l'article, on les commente, ceux qui n'ont pas lu. Lisez-le vraiment pour voir... et lisez-le vraiment en laissant de côté les côtés bouffonnesques de l'auteur et en voyant que vraiment, ce qu'il raconte, c'est le monde actuel. Vous voyez, parce que nous, on peut toujours... Par exemple, dire « Ah, quel con, il dit que le glyphosate n'est pas dangereux. » Si, d'accord. Mais les glyphosates, on va continuer à se les bouffer en étant très malin. Non. Vous avez vu quand même 2 villages en France, non? Vous avez vu, non? Quand même, hein? Bah, 2 villages, des enfants qui naissent sans bras, des choses comme ça. Mais pour recevoir l'article, il faut s'inscrire? Non, c'est... Il faut payer déjà, il faut s'inscrire, il faut sortir une carte du collectif malgré tout. Vous n'êtes pas sur les listes de diffusion? Ouh là 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 là. C'est avec une fenêtre, mais avec que je comprends pas, je sais pas si ça va être une réponse par là-dessus ou pas, mais s'ils disent que c'est pas dangereux, en fait, pourquoi ils s'en servent? Quelque chose comme ça qui est... Non, il n'est pas dangereux, non. Au contraire, les mecs, ils te disent par rapport au génie génétique, tu vois, la biologie moléculaire. Est-ce que ça tue que de manière... Absolument. Tu vois, c'est l'idée de la frappe chirurgicale génétique. C'est-à-dire que la plante modifiée, c'est la seule qui ne crève pas par rapport à cette pesticide. Tu comprends? Alors, non, alors, sauf que bon, bon. Oui, enfin, c'est tout ça. J'ai souvent l'impression que leurs arguments sont un peu vains. En fait, ils disent que c'est sans effet de rien du tout. D'accord. Alors, j'ai un petit peu envie de les laisser développer pour... Non, ils ne développent rien du tout. Ils te disent quelque chose de très concret. Ouais. C'est apportez-moi la preuve positive de que c'est nocif. Et le problème, c'est ce que j'ai commencé à dire au départ, c'est que dans la biologie, cette épistémologie ne marche pas. L'épistémologie de la preuve linéaire ne marche pas. Tu vois, c'est-à-dire que je peux, dans certaines situations, ne pas trouver une corrélation, parce que tout ce que tu peux faire avec les glyphosates, comme le reste d'ailleurs, c'est des corrélations. Hein? En biologie, en médecine, tu peux faire des corrélations. Des corrélations tellement fortes qui disent, difficilement le tabac ne soit pas un facteur important dans les cancers des poumons. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Difficilement le tabac ne soit pas un élément important, mais personne ne peut apporter la preuve impossible, parce que, admettons qu'il montre les processus d'inflammation dû au goudron, tous les produits. D'accord, là, à ces poumons-là, a fait ça. Et les poumons des voisins n'ont pas fait ça. Donc, ce n'est pas l'épistémologie du vivant, l'épistémologie de la preuve linéaire du genre je lance une pierre en haut et elle tombe. Cette prédictibilité-là est une prédictibilité qui ne peut pas s'appliquer au vivant. Non? Alors, c'est là où il y a les sophismes. C'est là où il y a les sophismes. Mais alors, donc, quand ils te disent apportez-moi la preuve, ben non, on ne peut pas apporter ce type de preuve. Parce que nous, ce qu'on peut apporter, c'est un haut niveau de corrélation qui font que, par exemple, il y a des politiques publiques pour que les gens ne fument pas, parce que vraiment, les mecs, ils se disent, bon, la corrélation, elle est tellement étroite, tellement forte, que bon, on ne peut pas, tu vois, par exemple, par rapport ce matin, j'entendais à la radio, les maisons là où tu vois, t'es bronzé. Voilà. C'est comme ça aussi, par exemple, par rapport à l'amiante, toutes les personnes qui sont
sont a priori ont été touchés par ça et ont des problèmes, pour l'instant, n'ont jamais eu gain de cause, et là, ils sont en train de faire, du coup, de se regrouper ensemble, parce que finalement, la seule chose qui, a priori, à l'étranger, a fait jurisprudence, c'est-à-dire que quand il y a X nombre de personnes qui attaquent ensemble, bien là, sûr. Ça peut faire preuve. Si, bien sûr, parce que tu vois, finalement, les principes de vérité en science n'est pas très loin de ce qui fait de vérité dans le sens commun. C'est-à-dire que, contrairement à ce que dans une naïveté positiviste on peut croire, dans la science, les principes, la fonction de vérité n'est pas une épiphanie. Tu vois, que tu dis, oh, et là. Et effectivement, une convergence quantitative avec des corrélations et des données interprétées. Donc, effectivement, l'interprétation, l'exigence des corrélations, bon, ça peut être très exigeant. Il y a le principe du fait de pouvoir répéter, de pouvoir mathématiser la chose. Très bien, tu vois, c'est ce qui est fait à l'activité scientifique. Mais l'activité scientifique, contrairement à ce qu'ils croient les positions positivistes et réactionnaires comme ça, n'ont pas un principe de vérité qui soit d'une nature absolument opposée à l'effet de vérité dans le sens commun. Alors, c'est pas pareil, c'est-à-dire, faut faire très attention parce qu'il y a le glissement de ce qu'ils appellent l'égale validité, non? Comme Bruno Latour, des gens comme ça qui disent finalement la science est un discours pareil que la magie et je sais pas quoi. Non, c'est-à-dire dire qu'ils n'ont pas un principe de vérité épiphanique, vous voyez, c'est-à-dire que vraiment dans la science qu'on touche, c'est une vérité. Bon. Ça ne veut pas dire que tout s'équivalent. Vous voyez, par exemple, contrairement à ce que dit Bruno Latour, la magie est un fonctionnement qui accepte dans sa structure des discontinuités énormes. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des discontinuités, c'est-à-dire, voilà, le chapeau, un lapin, il n'y avait aucun type de continuité entre un chapeau et un lapin, quoi. En tant que la science a l'exigence d'une démontrabilité de la continuité, par exemple. Alors bon, c'est jamais jusqu'à l'extrême, etc. Mais, donc, il faut faire attention parce que d'un côté, il y a la menace dure d'un positivisme idéologique, réactionnaire, qui dit la science, non, la rationalité, dit le glyphosate n'est pas dangereux, à vous de démontrer. C'est pas comme ça. Bon, donc, il y a les côtés réactionnaires aujourd'hui dominants d'un côté, d'un positivisme réactionnaire terrible mené par la rationalité des machines, la calculabilité, le monde peut être algorithmique, etc. Mais de l'autre côté, il y a la menace du retour des relativismes culturels et de la magie. Tu vois, le relativisme culturel, chacun sa vérité, et que quand même, en Occident, il a compté avec des alliés de taille, comme Bruno Latour, même Isabelle Stenger a adhéré à un moment donné à ça, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'elle a dit, mais quand même, ils ont théorisé le truc d'égale validité. Par exemple, je me souviens d'un texte de Bruno Latour dans lequel il dit que, je ne sais pas quel pharaon, un truc comme ça, ne pouvait pas être mort de tuberculose parce que les bacilles d'écorche étaient découverts en 1800 et quelques. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est-à-dire, parce que, donc, c'est pas la tuberculose. Alors, vous comprenez, c'est-à-dire, la tuberculose est un assemblage. Alors, nous, on dit, effectivement, dans la situation, il y a une articulation des parties, si, mais pas tout est possible. Vous comprenez, c'est-à-dire, on ne l'appelait pas tuberculose, vous voyez, mais, vous voyez. Donc, d'un côté, c'est les deux menaces dans lesquelles c'est valable aujourd'hui la question de la vérité. Non? On est d'un côté le positivisme, de l'autre côté le relativisme, et au milieu l'ultra-relativisme individualiste de notre société postmoderne qui dit à chacun sa vérité. À chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité, vous voyez, la vérité est subjective. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, d'un côté, les positivismes réactionnaires, de l'autre côté, les relativismes culturels, et au milieu, nous, en Occident, dans tous les cas, au milieu, cette croyance diffuse de qu'il y a chacun sa vérité. Donc, le nihilisme, pas de vérité. Bon, au milieu de ça, vous imaginez en quoi ça nous regarde si on veut penser l'acte de la situation? Qu'il n'y a pas d'acte, dans le sens lourd de la chose,
Donc un acte avec un accord, avec une nécessité, avec une situation, avec une liberté. Il n'y a pas d'acte si nous n'avons pas un début de pensée des théories de la vérité, quoi. De quoi on appelle vérité, hein? C'est-à-dire Alain Badiou, il vient de sortir son 13e grand volume de sa trilogie L'être et l'événement, des mondes de poursuivre, Logique des mondes, Logique des mondes, et voilà. Et là, c'est un énorme bouquin, non, dans lequel, bon, je ne suis pas d'accord avec un tas de trucs, c'est pas ma position philosophique, épistémologique, mais en tous les cas, je suis tout à fait d'accord là-dessus avec Alain Badiou, c'est qu'aujourd'hui, il est très très important entre le positivisme réactionnaire, le relativisme culturel et le subjectivisme, chacun sa vérité, il faut bien savoir à quoi on nomme une vérité, quoi. À quoi on nomme une vérité, parce que l'acte en dépend. L'acte, le non-acte, non, en dépend. Il y a un truc aussi par rapport au glyphosate, et Alexandre, c'est que, et ça c'est quelque chose sur le débat environnemental qu'on retrouve d'ailleurs, c'est un des arguments des partisans du nucléaire. Alexandre il dit au tout début de l'article, il ne faut pas arrêter le glyphosate, parce que si on arrêtait le glyphosate, on reviendrait au labour. Revenir au labour, ça veut dire revenir à en gros une consommation énergétique qui aggraverait l'émission de CO2, etc., etc. Alors, vous voyez, ça c'est toujours cette espèce de biais du fonctionnement, de toujours raisonner en termes de ce qu'on disait tout à l'heure, de bilan bénéfice-risque. Et puis, c'est toujours effectivement, à un moment, cette espèce je dirais, de vision qui nous condamne à l'impuissance, puisque à chaque fois, c'est parler depuis cette globalité. Hein, c'est-à-dire qu'il parle depuis le global. Il parle vraiment depuis ce qu'on a plusieurs fois défini comme étant le point de vue de nulle part. Et ça, c'est systématiquement. Moi, je me souviens, il y a eu un article ou il y a une info qui est sortie récemment, là, qui est un des géants de l'immobilier américain qui construit des immeubles de coworking. Vous savez, vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais l'avenir du bureau, c'est de tous travailler dans du coworking. Donc voilà, on est éclatés tous, on travaille avec des gens différents, etc. Bref. Et ce type-là interdit à ses salariés, alors il n'a pas interdit vraiment formellement, mais en gros, il ne rembourse plus les notes de frais de repas à ceux qui mangent de la viande. Voilà. Au titre... Alors, d'ailleurs, à mon avis, il va se faire retoquer, parce que d'un point de vue juridique, c'est de la discrimination. On ne peut pas retirer un droit à quelqu'un qui est celui de bénéficier de notes de frais uniquement en raison de cette pratique culinaire. Bref. Mais il faut voir le débat. Dans le bureau, ça a provoqué un débat. Ils disent, mais oui, pourquoi? Puisque de toute façon, on sait que la viande est le deuxième... voilà. Donc, c'est toujours... et franchement, la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir, mais la question est, dès qu'on parle depuis le point de vue de la globalité, ben voilà. Et oui, arrêtons de manger de la viande, bien sûr. Et donc, dans son article, il y a tout. Enfin, il n'y a pas tout, mais il y a vraiment un échantillonnage assez complet de, effectivement, tout ce qu'on travaille dans le séminaire, et notamment, effectivement, cette dialectique fonctionner, exister. Ah, donc, oui, il faut lire. Alors, c'est l'Express qui l'a publié. Donc qui jubilait, puisque le titre c'est glyphosate et masturbation. Voilà, donc, non mais bon, vous l'avez dans les liens qu'a envoyé Christian, sinon... Oui, et donc effectivement dans une théorie de la situation, pour avoir une théorie de la situation qui veut dire entre la globalité qui n'existe pas, parce que le problème fondamental de la globalité, c'est sa non-existence. Il n'y a aucun point de vue que soit le point de vue de nulle part, n'est-ce pas? Et l'archi-relativisme qui est... Bon, nous pensons qu'effectivement, c'est à partir de là qu'on voulait, avec Bastien aujourd'hui, on voulait. Et faire un tour de plus dans la présentation del Mamotreto. Parce que la question, c'est que notre modèle organique n'est pas simplement l'affiche comme ça qu'on a distribué plusieurs fois ou qui est apparue dans mon bouquin, La singularité du vêtement. La question, c'est on veut petit à petit mettre en mouvement ça, n'est-ce pas? Mettre en mouvement ça.
pour aller vers une pensée, une théorie situationnelle à partir de cet énoncé, parce que ce n'est pas un axiome, c'est quelque chose qu'on voudrait démontrer, dès qu'il est impossible d'agir depuis la globalité, il est impossible d'agir depuis la dispersion, parce qu'effectivement, cet agir serait un nom de quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui motiverait cet agir. Et pour penser la situation, effectivement, les Mamotreto est un essai depuis où on peut penser. Alors, on pensait, on va continuer la prochaine fois, parce que on commence un peu aujourd'hui. Et donc, de présenter les Mamotreto par rapport à les différentes parties du Mamotreto par rapport à ces questions qu'on évoque ici. C'est-à-dire, vous savez, dans les Mamotreto, dans les modèles organiques, effectivement, l'idée est que l'agir, dans tous les cas humain, pour rester qu'à l'agir humain dans ces cas-là, l'agir relève de cette consonance avec ce qu'on appelle les champs biologiques. C'est-à-dire que pour nous, effectivement, il y a cette consonance-là. Et je rappelle juste que les modèles organiques que nous avons construits n'est pas un modèle biologique. C'est-à-dire que, on va revenir là, Bastien va faire un tout petit peu va poser les points, mais disons que d'emblée, ce qui est important de comprendre, c'est que dans notre modèle, que modèle, c'est pas un modèle dans le sens d'un modèle digital, c'est un modèle dans le sens d'une référence, comme on imagine que ça fonctionne. Eh bien, tout modèle organique, loin d'être un modèle, comme on pourrait le croire, qui va biologiser la culture, le fonctionnement, etc., est un modèle dans lequel justement on part de la base que du biologique pur, on n'a qu'une série d'hypothèses. Vous comprenez? C'est-à-dire que et c'est un tout petit peu le paradoxe de départ, quelque part, de Mamotreto. Parce que dans les Mamotreto, on va dire, l'existence est sous condition du vivant, etc. Bon, la culture, on va développer ça. Mais les premiers travers qu'il faut bien se garder et qu'il faut bien éviter, garder, tomber, éviter, c'est que tout en disant que le champ biologique, donc le champ du vivant, et les champs 1, les champs niveau 1 de l'existence, disons comme ça, à la fois, épistémologiquement, notre position est que par rapport au vivant, on ne peut rien connaître du connu. On peut connaître les connaissables du connu. Vous comprenez? Il y a une différence parce que qu'est-ce qui connaît la connaissance? Alors, est-ce que la connaissance connaît le connu ou est-ce que la connaissance connaît les connaissables du connu? Là-dessus, on n'est pas du tout sur une position kantienne, vous savez, de la chose en soi, la chose pour soi. Non? Kant va dire ce que j'appelle les connus, la biologie, l'expression. Le connu n'est pas connaissable, c'est-à-dire c'est l'en soi. On ne peut que faire une hypothèse. Et dans mon système, va dire Kant, j'ai besoin de l'en soi. J'ai besoin de l'en soi, mais je ne peux rien dire par rapport à l'en soi, mais à part que dans le système a une place. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est autre chose. On est en train de dire que la connaissance, pas par défaut, n'arrive pas au connu, mais par une pure dynamique. Parce que entre le connaissant, la connaissance et les connus, il y a une dynamique d'autoproduction permanente. Vous comprenez? Le connaissant, la connaissance et le connu, oui. Il y a un rapport dynamique de production permanente. Vous voyez? C'est pourquoi c'est que nous allons donc revenir vers les Mamotreto, n'est pas biologisé. C'est compréhensible ce que je dis là ou pas du tout? Mais d'où vient ce mot Mamotreto? Anne, elle n'a pas... Je ne suis pas sûre.
Alors, Anne, elle est la plus honnête ou c'est la seule qui n'a pas... J'arrive pas. Ah, voilà. Mais, tu vois, merci Anne. Tout au livre, mais là, je suis pas. Par le contre-exemple, il n'y a pas quelque chose, par exemple, la dynamique du connu, du connaissant et de... J'ai déjà perdu le troisième. Le connaissant, la connaissance et le connu. Du connu. Ouais. Il n'y aurait pas un cas où c'est pas comme ça. J'aime bien réfléchir par l'absurde. Bah, attends, parce qu'avant d'aller l'absurde, il faut savoir déjà... Non, écoutez, ne vous perdez pas dans les mots, c'est-à-dire les connaissants. Ce ne sont pas les catégories que je garderai, mais disons pour les faire simples, non? Le connaissant, c'est le sujet qui veut connaître. Le connaissant, c'est lui qui va connaître. Les connus, c'est l'objet que je vais connaître. Et les connaissables, c'est vraiment les savoirs que j'aurai, pour dire comme ça. Ouais. C'est un peu trop simplifié, mais c'est pour comprendre, n'est-ce pas? Bon. Alors donc, Kant, par exemple, va dire, du connu, on ne peut rien savoir jamais. Non, tout ce qu'il y a dans la connaissance, c'est ce que les connaissants projettent et construisent, à partir des règles de construction de la connaissance. Les positivistes, ils vont dire, le connaissant, non? Mettons Pindorcio, par exemple. Pindorcio peut connaître l'objet. Il suffit qu'il applique la bonne rationalité. Alors, il y a un objet. Les constructivistes, par exemple, ils disent il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a que de la connaissance bien construite. Mais il n'y a pas d'objet. Vous voyez? C'est un peu un certain nihilisme. Hein? Et à chacun, comme il n'y a pas d'objet, chacun sa connaissance. C'est ma vérité. Vous voyez? Et alors là, ma vérité, c'est condamné à ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance. Par quoi je suis affecté passivement. Vous voyez? C'est-à-dire, le mec, il dit, moi, certaines habitudes des musulmans m'embêtent. Il dit. Alors, le mec, il dit, moi, certaines habitudes de musulmans m'embêtent. Il dit, par exemple, il dit, bon, par exemple, les rapports avec les femmes, les rapports tel m'embêtent. Vous ne pouvez pas lui dire, tu te trompes, ça ne t'embête pas. Ouais. Mais c'est le premier genre de connaissance. Pourquoi? Parce que le deuxième genre de connaissance, c'est de dire, mais qu'à moi ça m'embête, ce n'est pas une vérité transcendante, vous comprenez? Ce qui m'embête à moi, ce qui me plaît à moi, ce n'est pas une vérité transcendante. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est là les tours, non, les tours. Or, ce qui va dire la postmodernité ultra-individualiste, archi-relativiste, c'est de dire, il n'y a que ce niveau-là. À moi, ça m'embête, c'est ma vérité. À toi, ça ne t'embête pas, c'est ta vérité. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On se casse la gueule, quoi. Après, on se casse la gueule. En tant que, l'idée, c'est de dire, bon, il n'y a pas de... Ce qu'à toi te touche, ce n'est pas la vérité. Que ça serait, vous comprenez, c'est le principe nihiliste actuel, c'est de dire, il n'y a rien de quoi connaître objectivement, il n'y a que des milliards de vérités, chacun sa vérité. Ouais. Donc, il dit, il y a les connaissances, il y a les connaissants, il y a je, il y a io, ich, moi en français, il y a moi et ce que j'ai produit comme connaissance, n'est-ce pas? Voilà, mais que c'est base à moi. Voilà. Les autres, ils disent non. Les autres, ils disent, il y a l'objet et je peux connaître l'objet. Bon. Alors, nous, ce qu'on va dire d'un point de vue phénoménologique, dynamique, c'est que tout ceci, ces trois-là, on va les mettre en jeu, en dynamique. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au fait, il n'y a pas une transcendance métaphysique de l'objet, du connu. N'est-ce pas? Et il n'y a pas une bonne connaissance. Non? Il y a une dynamique à travers laquelle, dès la façon à travers laquelle j'ai interagi avec les connus, en créant des connaissances, le connaissant interagit. Vous comprenez?
C'est-à-dire qu'il y a une interaction permanente qui dit non toute théorie est possible. Hein? C'est ça les plafonds ou les planchers de la vérité phénoménologique. Vous voyez? Les planchers de la vérité phénoménologique, c'est qu'il n'y a pas une autre scène derrière les phénomènes. Il n'y a pas une autre scène pour valider ou invalider ma théorie. Il y a ces côtés quand même qui incorporent cette négativité. Maintenant, négativité dans le sens que c'est mauvais. Le négatif, le néant, hein, dans les termes sartriens, non? C'est-à-dire qu'incorpore cette limite, mais qui est une limite et non pas une borne. Vous comprenez? C'est une limite, c'est pas une borne. C'est une limite du vivant. Le vivant, parce que limité, délimite, donc à partir des éléments existants, crée des parties qui pour lui ont du sens. Mais il n'y a pas la possibilité d'une connaissance des éléments en soi. Hein, pour reprendre un tout petit peu les termes que j'évoquais tout à l'heure rapidement des Cantor, hein, il y a des éléments qui sont plus ou moins finis, mais il y a des parties qui sont infinies, parce qu'avec les éléments qui sont là, je peux créer infini combinatoire. D'accord? Alors la question c'est ça, c'est que pour les vivants, et il n'y a pas d'autre instance non, connaissante, pour les vivants, il n'y a pas la possibilité, pour reprendre, moi je dis c'est clair comme ça, mais peut-être c'est encore plus obscur, mais enfin, pour le dire dans ces termes-là, pour les vivants, dans des niveaux de connaissances différents, animal est symbolique pour nous, ou animal pour l'animal seulement, n'est-ce pas? Bon. Mais pour les vivants, il n'y a pas la possibilité de connaître les soi-disant éléments qui constituent les parties. Vous comprenez? Nous connaissons toujours des parties déjà structurées. Vous voyez? Ce que vous décrivez me fait vraiment penser à un article de Lévi-Strauss où il pose le concept de bricolage. Est-ce que vous en avez... Si, bien sûr. Bien sûr. Et lui, il le dit dans un sens très lourd parce qu'il parle du bricolage de l'évolution. Alors ça, c'est François Jacob qui l'a repris. Oui. Mais au départ, l'article de Lévi-Strauss, c'est une sorte d'autre voie d'accès à la connaissance. Si, bien sûr. C'est parce que Lévi-Strauss, c'est là où il va dire quand même qu'il n'y a pas de pensée prélogique. Voilà. Hein? Il n'y a pas de pensée prélogique parce que la prétention de Lévi-Brühl à l'époque, non? Les autres, non? Les positivistes, était qu'il y avait une pensée prélogique qui était en rapport avec des parties, pour dire comme ça, pour reprendre ce terme-là. Des parties. Mais qui avait une pensée logique. Alors ça voulait quoi la pensée logique? Non, la pensée logique connaît les éléments qui constituent des parties. Non, ça sert un peu ça. Et alors Lévi-Strauss, effectivement, lui, il va dire, c'est un bricolage. C'est un bricolage dans lequel le réel résiste au tolère, c'est ça l'idée de X-tolérance en mathématiques, non? Le réel résiste au tolère et coproduit. Mais coproduit aussi les sujets produisants, non? C'est-à-dire il y a une coproduction permanente. Des entités déjà construites, enfin, il y a aussi cette idée-là. Bien sûr. L'accès au savoir par des blocs déjà construits. Sont toujours construites. C'est l'idée des parties par rapport aux éléments, que, voilà, c'est l'idée, c'est cette clarté mathématique des Cantor. Hein? C'est que finalement, on est toujours en rapport avec des parties. C'est ça la révolution de Lévi-Strauss, sera celle-là. Plus que le structuralisme, ça sera d'un point de vue de la culture, c'est de dire non, ils sont en rapport avec des parties construites. Ils construisent les parties différentes que nous. Et il va dire, et nous en Occident, avec toute notre science, aussi on est en rapport avec des parties. C'est là où on voit comment, à la fois un pas en arrière de la biologie moléculaire, du néopositivisme, qui prétend qu'on est en rapport avec les éléments qui constituent les vivants. Et ça, c'est une limite. Ça, c'est une limite fondamentale qu'on ne peut pas montrer par le positif, effectivement. On peut les montrer que par l'absurde ou par les résultats négatifs. Hein. C'est-à-dire que, mais ça, je répète, ce n'est pas un déficit, et ça, c'est très bon. C'est-à-dire quand on est face à quelque chose qu'on ne peut montrer que par le négatif ou par l'absurde, c'est très très bon, parce que ça veut dire qu'on est dans un processus vivant, n'est-ce pas? Un processus puissant, vivant, une singularité. Et alors, effectivement, bon, là, dans les Mamotretos, nous, l'idée, c'est de dire, effectivement,
Après, un autre jour, on peut voir un peu pourquoi c'était le besoin de construire le Mamotreto, non, par rapport au tournant linguistique qui dit tout est récit, sans méta-récit, il n'y a pas de vérité, je sais pas quoi. Ou face au positivisme, c'est à partir de là qu'on a eu besoin de construire ces modèles-là. Mais donc, nous, ce qu'on va dire, non, il y a du vivant. Il y a du vivant, les vivants fait trou dans les savoirs, il y a du vivant avec des cycles, les cycles ne peuvent pas être écrasés ou modifiés de façon linéaire par rapport au rythme, vous voyez, par rapport au rythme, pardon, n'est-ce pas? Bon, etc. Alors, on dit il y a du vivant. Alors, dans un modèle que, bon, on va, dans tous les cas, la prochaine séance, on va développer le modèle, non? Dans un modèle qui dit que c'est pas à dire il y a du vivant, non? Les réels, comme dirait Lacan, est un trou. Le réel est un trou, voilà. On dit non, le réel est beaucoup plus qu'un trou, c'est les différentes manifestations du vivant. Dans un modèle comme ça, la première réponse qu'il peut avoir quelqu'un comme arc réflexe, c'est de dire vous êtes des fascistes bien sympathiques parce que vous voulez biologiser la société, hein, la biosociologie. Et effectivement, bon, voilà, c'est ce qu'on va voir, c'est que les modèles organiques par rapport au vivant dit on ne peut pas connaître autrement que les parties par lesquelles les blocs, comme les mots de Lévi-Strauss, c'est pas bloc, c'est des... Si, mais par rapport à que ces gens, non, la partie, non, il ne dit pas partie, bloc. C'est des entités, ouais, des entités. C'est-à-dire qu'on peut connaître les vivants se manifestent par des entités et non pas par son essence ultime. Est-ce que, si j'ai bien compris ce que tu dis dans le livre, c'est que tout élément contient la partie. C'est-à-dire que ce n'est pas partes extra partes, ce n'est pas une juxtaposition, mais c'est une imbrication des parties dans le tout. Est-ce que c'est ça, la même chose, par rapport aux éléments et parties? Non, dans ce sens-là, dans le sens, ça serait une autre... C'est dans le livre, c'est comme ça que tu l'écris. Si, bien sûr, mais là c'est dans une autre préoccupation, c'est de dire ce qui constitue une situation, ce qui se manifeste dans ces situations, ce ne sont jamais des éléments. Ce sont toujours des parties qui capturent des éléments. Oui. Non, il y avait c'est bien écrit dans le bouquin, c'est bien expliqué dans le bouquin, je me proposais de le lire, mais enfin, je ne sais pas. Sébastien qui s'occupait de que ce soit compréhensible le bouquin, alors c'est pour ça qu'il dit que c'est bien écrit. Bon, ouais. Il y a deux extraits, bon, on va commencer par celui-là, voilà. Donc c'est dans la partie qui s'appelle coproduction de la connaissance et du connaissable, voilà, page 119. La connaissance en tant qu'action intellectuelle ou physique est toujours contextualisée et contextualisante dans un travail où la connaissance n'accède pas à un noyau du connu mais s'unit au connaissable du connu. La connaissance désire le connu qui ne se donne que dans les phénomènes de coproduction de la connaissance et du connaissable. Connaître et agir signifie qu'il n'existe pas dans le réel du monde, ou pour nous dans le champ biologique, des unités à découvrir par séparation analytique ou par unité synthétique. C'est l'action du découpage qui co-construit les organismes vivants et leur environnement. Tout être, dans cet effort pour, Conatus de Spinoza, qui caractérise le vivant, essaie de construire l'homogène, c'est-à-dire du sens à partir de l'hétérogène donné. Et c'est justement parce que cet être est découpé et fini qu'il peut ainsi découper son environnement. On vous verrez quand on va la fois prochaine faire le Mamotreto, personne ne vient la prochaine fois de faire le Mamotreto. Non, venez, c'est le Mamotreto, je vous demande, on vous donne une sucette à chacun. Et, non, ce qu'on va voir, effectivement, par rapport à ça, c'est par rapport aux connaissances dites objectives, non? Par exemple, une différence philosophique, pas politique, mais philosophique que j'ai avec Badiou, c'est que pour Badiou, les invariantes... L'ontologie, c'est les mathématiques. C'est-à-dire que les invariantes sont mathématiques. Donc il y a une sorte de pythagorisme de Badiou, non, dans lequel les mathématiques, pythagorisme et platonisme, non, quelque part, c'est-à-dire que les mathématiques relèvent d'une invariante transsituationnelle, transhistorique. Et d'un point de vue phénoménologique, pour moi c'est absolument inacceptable ça. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, les mathématiques que nous étudions à la faculté et au lycée, effectivement, sont froides. Elles sont là
et c'est même un problème pour expliquer les mathématiques, c'est que quand tu passes, tu as 3 bonbons, tu donnes 2, ah, et quel meilleur, il me reste seulement 1. Jusque-là, ça va. Mais le problème, c'est qu'après, les mathématiques sont dans l'oubli, sont présentées dans l'oubli des problèmes épocaux auxquels elles répondaient. Vous comprenez? C'est-à-dire que le mathématicien, la mathématicienne, qui à un moment donné de l'histoire, tout à coup, se met à penser, quand Gödel se met à penser, par exemple, ces 2 théorèmes d'incomplétude, d'inconsistance, il se met à penser ça, pourquoi? Parce que lui, Gödel, dans son corps, situé dans une époque, avec une sensibilité qui était la sienne, et qui était tissée de son histoire personnelle, certainement, vous voyez, son histoire personnelle, de l'époque, etc. Lui, Gödel, il assume avec la même corporéité qu'un militant peut assumer une tâche dangereuse, vous voyez, il assume, il assume de donner son corps, sa vie, sa puissance à ce problème-là, vous comprenez? C'est là où nous ne pouvons, moi je ne peux pas être d'accord avec les positions platoniciennes, pythagoriciennes de Badiou, de que la vérité, il faut la trouver des côtés de ce qui est inamovible, ce qui existe de toute éternité, des côtés mathématiques. Badiou présente ça d'une façon très sérieuse et très étayée, c'est pas qu'on ne peut pas répondre d'un revers de manche, comme ça. Mais, moi, une partie fondamentale de la réponse, et c'est ce qu'on va voir aussi dans les Mamotreto, n'est-ce pas, c'est en quoi une connaissance comme les mathématiques est biodépendante. Vous voyez, en quoi? En quoi ce n'est pas une combinatoire autonome qui existe là de toute éternité, hein, dans les ciels platoniciens. En quoi, même les mathématiques si froides, si inexplicables, si de quoi ça parle, même quand vous prenez quelque chose comme la théorie des cordes en physique aujourd'hui, et que vraiment les mathématiques de la théorie des cordes sont des mathématiques d'une complexité énorme, n'est-ce pas? Énorme. Eh bien, la théorie des cordes, quand vous voyez à quoi ça répond, eh bien, sincèrement, ça répond à une sorte d'angoisse existentielle absolument contemporaine par rapport au fait de est-ce qu'il y a quelque chose finalement après la physique quantique ou est-ce qu'il n'y a rien? Ou est-ce que tout est une construction? Vous comprenez? Et il répond. Qui répond? Eh bien, il ne répond pas tout mathématicien. Il y a un casting. Vous comprenez? Il y a un casting. C'est-à-dire, certains mathématiciens qui sont touchés de par leur histoire, de par leur lieu dans le monde, hein, ils seront touchés par cette question-là. Et imaginons que la théorie des cordes, supercordes, se refroidisse, donc soit adoptée, qu'elle devienne majoritaire. Aujourd'hui, elle est minoritaire, elle est contestée, elle lutte, n'est-ce pas? Alors, elle a besoin des militants, non? Eh bien, supposons qu'elle soit acceptée. Bon, dans 2 siècles, on va expliquer la théorie des cordes comme, voilà, c'est-à-dire du ciel platonicien. Or, la théorie des cordes, on la voit depuis, je sais pas, une vingtaine d'années devenir comme ça une théorie visible, des bagarres, etc. Et qui vraiment est née, produite et coproduite, parce qu'effectivement, comme toute théorie mathématique, c'est comme pour un sculpteur, la matière permet certaines choses et ne permet pas autre chose. Hein. Alors, la théorie des corps, elle est produite et coproduite, non pas par des mathématiciens, mais par les hommes et les femmes, qui, comme dans les ploufs là, de la chute de Camus, se sentent convoqués par ça. Et les autres, ils suivent leur chemin. Mais il se contredit parce que c'est à la fois l'ontologie, un des 4 processus de vérité où l'individu devient sujet, c'est-à-dire il dit 2 choses contradictoires. Je ne sais pas si tu vois les 4 processus. Si, non, moi je connais, oui, je connais très bien. Qui sont justement qu'il y a un engagement personnel. Donc à la fois c'est une ontologie et existe un engagement personnel. Mais sa vraie ontologie, c'est l'événement. Non, sincèrement, non. Sincèrement, il ne se contredit pas. Tu vois, dans sa logique, il ne se contredit pas. Parce que, c'est-à-dire, c'est vrai que pour qu'il y ait événement, et l'événement est sous condition de la conscience, et donc il faut ce qui erre autour du site événementiel, etc. Mais il va dire que les invariants sont les mathématiques dans leur côté, justement,
hors toute subjectivité. Tu vas mettre... mais créé par des sujets. Créé par des sujets. Travaillé par des sujets, mais avec une autonomie radicale. En tant que tu vois, dans les mixtes, nous disons, les mixtes ne sont pas autonomes. Bon, écoutez, donc, on n'a rien fait de ce qu'on voulait faire. Ça me fait la peine parce que Bastien, il a préparé. Bon, écoutez, c'est compliqué d'arriver à présenter... Oui. Juste une question. La proposition de Varela, dans ton paradigme, toi, elle est quand même en sous-bassement, comme l'appui scientifique, justement, qui a une certaine positivité. Comment il faut la prendre, en fait, cette proposition de Varela? Tu dis qu'il n'y a pas de preuve positive, donc j'entends que ce n'est pas une assise suffisante pour dire que l'existence découlerait de ce dynamisme biologique. Mais comment c'est pas juste une image, ce qu'il propose Varela? Non. Bon, bien entendu que moi, je dois une énorme partie de tout ce que je travaille à Varela, que j'ai eu la chance de connaître, etc., et travailler un peu avec lui. Varela, il ne donnera pas une connaissance positive de la vie. Il va donner des invariantes constatables. Dans les vivants, voici ça. À un moment donné, lui, associé avec Petitot, avec d'autres gens, même, il va sortir des côtés, dans les invariantes de vivants, la reproduction. Non? Et là, il ouvre la porte à une pensée de la vie artificielle. Il ouvre la porte. Mais où se trouve la position positive, l'affirmation positive, l'hypothèse positive de Varela? C'est dans le bouddhisme. C'est-à-dire que Varela, il y a un moment donné dans lequel il ne va pas chercher plus loin quelque part, parce qu'il va accepter un certain vitalisme bouddhiste comme plancher. Tu vois, c'est-à-dire que dans ce que Varela décrit en biologie, il y a la description en positif, hein, c'est-à-dire l'inaction, de comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'à partir de Varela, c'est quand même pas rien, justement, à se rendre compte que, justement, on ne perçoit pas les éléments, on inacte les parties, hein, c'est-à-dire dans cette dynamique-là. Il y a comme un saut qualitatif chez Varela, c'est la conscience qui fait le travail de la mise en situation, quoi. Si, mais la conscience universelle dans ce sens-là. C'est là où il y a son truc bouddhiste, non? C'est-à-dire que il est très contradictoire, Varela, mais parce que sa préoccupation, ce n'était pas de créer un système. Ce n'est pas une faille pour Varela. Varela, il est resté toujours très comme les scientifiques américains, c'est-à-dire qu'il travaille dans des découvertes fondamentales et contrairement aux Européens, il ne se pose pas la question de mais à quel système ça correspond. Tu vois, c'est-à-dire que la pensée européenne, toujours, se fait beaucoup de soucis si une découverte contredit un système. En tant que chez les Américains, il y a un certain empirisme très intéressant, tu vois, c'est qu'ils ne sont pas freinés par l'idée de eux pas, mais ça s'attaque à un système. Tu vois? Eux, ils continuent. Et Varela, il y avait quelque chose comme ça. Et au fond, qu'est-ce qu'il met? Au fond, met la conscience universelle du Bouddha, de certains vitalismes, quoi. Mais il ne va pas jusqu'à cette question-là. Et il va pas... Pourquoi cette proposition de l'émergence, elle a une limite, quoi. Elle est limitée dans ce qu'a fait comme étude Varela, mais on ne peut pas l'exporter dans un raisonnement, je ne sais pas, comme... la situation éthique, oui. Justement, la question qui se pose. Pourquoi, d'un point de vue épistémologique, pourquoi oui, la limite que moi... La théorie de l'évasion... Oui, je comprends. Et ce que moi, je disais même à Varela, mais c'était une discussion, il est décédé trop tôt, c'est qu'effectivement, la théorie de l'émergence, donc l'inaction et les pensées dans le cadre de la théorie de l'émergence, la théorie de l'émergence est une pure, alors là oui, épiphanie, tu vois, c'est-à-dire il y a comme une boîte noire dans laquelle, bon, tu connais là les petits robots fourmis qui tout à coup font quelque chose pour lequel ils n'étaient pas programmés, etc. Donc les qualités émergentes, non? C'est ça la théorie de l'émergence, les qualités émergentes pour lesquelles les éléments pris à part n'étaient pas faits pour.
Hein, bon. La théorie de l'émergence est une théorie qui, quelque part, fait table rase de l'histoire. Tu vois, c'est-à-dire il y a quelque chose qui émerge. Et c'est très influencé par... Il n'intègre pas le facteur de la longue durée que tu évoques régulièrement, il ne le donne pas comme un facteur fondamental. Parce qu'ils sont éblouis, mais c'est une question d'époque à la fois, c'est pas une question de limite de pensée. Ils sont très très marqués, comme même Simondon sera très marqué, par la pensée un tout petit peu exagérée de la théorie quantique. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont très influencés par l'idée d'un chaos d'où émergent des formes. Non? Et donc, je ne dirais pas vraiment que c'est un déficit chez Varela. C'est-à-dire qu'il y a une pensée dans l'époque, que Simondon aussi, tu vois, dans tous les processus d'individuation de Simondon, l'individuation émerge de... Tu vois, justement, il n'y a pas une pensée des éléments, pour dire comme ça. Il n'y a pas des éléments qui constituent dans l'émergence de parties. Tu vois? C'est-à-dire, il y a des éléments, mais qui n'ont un rapport un peu comme ça, des boîtes noires et émergence, mais qui ne correspondent pas à des longues durées, etc. C'est-à-dire que nous, on serait revenu par rapport à Varela à des invariantes qui conditionnent l'émergence, en tous les cas. Non, on limite un tout petit peu cette puissance émergente. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est juste un travail. Mais à moi, il m'a paru que ce n'était pas possible de garder la théorie de l'émergence comme théorie centrale sans avoir les conditions d'émergence, sans demander un peu plus, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il me semblait qu'il fallait demander un peu plus. Mais d'où ça vient, c'est lapin dans les chapeaux. Tu vois, c'est-à-dire il y a une discontinuité, non magique, hein, mais il y a une discontinuité opérée par la boîte noire. Oui, quand tu passes du local au global, quoi. Du local au global, si, le global du système, dans tous les cas, dans ces cas-là. Mais les qualités émergentes. Non, par exemple, suppose-toi, quand l'expérience la plus banale, c'est, tu sais, les robots fourmis, qui sont, bon, je ne vais pas la faire trop longue parce que les termes, mais les robots fourmis sont programmés pour faire deux fonctions. Tu vois, bon, soulever des petits bâtons, tu l'as vu, vous pouvez voir ça sur Internet, il y a... il rencontre un bâton, il serre les deux petits bras, il soulève et il s'en va. Non, d'accord. Bon, alors tout à coup, ils les mettent en bâton beaucoup plus long. Alors le robot fourmi, il arrive, il ferme les petits bras. Déjà dire bras et tout ça, tu vois, il ferme, tu vois, tout ça. C'est un anthropomorphisme qui te conduit à une conclusion un peu, bon, enfin. Les petits robots fourmis ferment ses petits bras, ils soulèvent, il est coincé, les pauvres petits. Et alors il arrive un autre petit robot fourmi qui ferme les bras, soulève et libère les premiers, tu vois, c'est ça les mots, hein, libère les petits. Et alors il y a une résultante de force et il dépose le bâton là. Et alors tout le monde dit putain de merde, mais c'est dingue, la coopération. Tu sais que les gens qui travaillent aujourd'hui sur l'émergence d'une coopération, d'une communication entre robots, la base c'est ça. Mais ils coopèrent, ils communiquent, ils créent même, et c'est pas des délirants marginaux, hein, c'est-à-dire ceux qui pensent à l'émergence d'une morale, des principes moraux, dans une communauté de robots, s'émergent comme ça. Tu vois. Bon, le seul problème, tu vois, c'est que les premiers jours que tu vois les robots mettre, pas seulement soulever les bâtonnets, mais les mettre tous dans deux coins, tu dis putain de merde, ils ont mis les bâtonnets dans deux coins, ils n'étaient pas programmés. Bon, à la 200e fois que tous les bâtonnets sont exactement au même endroit et que tu sais que les robots n'étaient pas programmés pour faire ça, mais les font, tu te dis, bon, peut-être ici on reste dans un déterminisme mécanique duquel je ne peux pas reproduire mathématiquement tous les pas, mais c'est tout. Or, expliquer les vivants, tu vois, c'est pareil quand on essaie d'expliquer les vivants par les structures dissipatives en comparant avec une dune, par exemple, non? Bon. Et, oui, d'accord, mais il manque l'axe fort historique. Non? C'est-à-dire que dans les... Enfin, juste pour terminer, avec ça, mais toi tu cherches plus dans l'extériorité, dans les contraintes extérieures dans une coproduction. Dans une coproduction, c'est-à-dire que pour moi, le problème c'est que le robot il est ahistorique et non situé, les petits robots fourmis.
En tant que moi, je cherche plus dans le bricolage de l'évolution quelque chose que, effectivement, tu peux interpréter comme des niveaux émergents, etc., mais qui obéissent à des tropismes que, plutôt, moi je garde plutôt l'idée lévinaisienne de possible et compossible, non? Pour ces tri-là. C'est-à-dire que moi, les bricolages dont parle Lévi-Strauss, je les vois plutôt comme les tri de la compossibilité. Parce que, sincèrement, hein, tu vois, à la centième fois que tu vois le robot qui émerge, tu vois, c'est-à-dire c'est comme dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, tu vois, tu fais un attracteur étrange, tu vois, les chaos, tu vois, tu fais un attracteur, d'accord, mais tu mets replay, il fait exactement pareil. Alors, donc, les problèmes, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire que les théories émergentistes sont des... Je croyais qu'il y avait un truc, mais je n'ai pas bien lu, mais qu'il y avait quelque chose de plus singulier, de plus particulier dans la proposition de Varela. Mais dans la théorie... Non, mais ce que je te dis là, c'est marginal par rapport à Varela. Hein. Les problèmes principaux de la théorie fondamentale de Varela, là où c'est une révolution totale dans la biologie et l'épistémologie, sans la théorie de l'inaction. T'imagines que c'est le mec qui se rend compte qu'on ne perçoit rien, mais qu'on énacte. Tu vois, sacré truc. Et là, il n'y a rien à dire. Après, en se basant beaucoup trop sur la théorie, en identifiant trop l'inaction avec la théorie de l'émergence, il a ouvert les portes vers une glissade vie artificielle. Mais lui, il se sentait protégé, parce que lui, Varela, il était bouddhiste et ami de Dalai Lama, et alors... c'était un être humain, quoi. Magnifique. Bon, écoutez, donc je ne sais pas, la prochaine fois, il y a le 7 novembre, je crois, c'est ça. Et je vous invite à la présentation à la Maison de l'Amérique latine le vendredi 9 novembre à 21h. Vendredi 9 novembre à 21h à la Maison de l'Amérique latine, on va faire la présentation de Exister ou fonctionner ou exister. Le séminaire est prévu le 7 novembre. Voilà, mais on se voit 2 jours avant, le 7 novembre, ici, à 8h30.